Bon matin à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin pour ma conférence. Comme François a si bien présenté, oui, je suis photographe sportif parce que ça a toujours été touché un petit peu. Je vous dirais que depuis plusieurs années, j'ai un peu jumelé mes deux passions parce que le sport motorisé, pour moi, c'est encore aujourd'hui, je vais dans un circuit, puis j'ai la chair de poule quand j'entends les moteurs rouler. Mais j'ai toujours fait une variété de sports aujourd'hui. Puis ça me permet en même temps, en me présentant, je vais vous montrer la prochaine, parce que ça va faire un petit lien à un de mes collègues, Cyril. Il faisait un petit projet, puis justement, on a eu l'idée de faire quelque chose qui me représentait. Fait que j'ai dit, Cyril va faire sa présentation cette fin de semaine aussi sur les photomontages. Puis je trouvais que c'était une bonne interprétation de qui je suis pour faire de la photographie de sport motorisé. La photographie sportive, comme j'ai dit, c'était quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. C'est juste que depuis les dernières années, je me suis plus enligné sur la photographie motorisée parce que c'était quelque chose qui me... J'ai eu la chance de couvrir plusieurs événements. J'ai fait le Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de Trois-Rivières. Là, cette année, c'est surtout j'ai commencé à faire de la moto. Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous faire un fond. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas nécessairement me concentrer beaucoup sur l'équipement parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut toujours examiner en bas. Je veux surtout parler des techniques, des façons de faire de la belle photo créative. Mes techniques un peu que j'aime parce que je suis toujours à me réinventer, c'est peut-être un gros mot, là, mais toujours à m'inspirer de d'autres photographes pour trouver des nouvelles façons de faire. Ce que je veux faire aujourd'hui, je vais parler un petit peu de technique, mais c'est aussi vous faire amener peut-être à un autre niveau comment faire de la belle photographie. On va commencer en étant quelque chose que j'aime bien gros, c'est les citations. Celle-là, ça m'a toujours touché un peu. La photographie, pour moi, c'est l'arrêt du cœur pour une fraction de seconde. Parce que la photographie sportive, c'est une question de moment décisif. C'est une fraction de seconde qu'on essaie de capter. Et on veut faire des images qui vont un peu capter l'imagination. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, on va avancer un petit peu. Puis, on va commencer un petit peu sur le côté juste technique. Travailler en mode manuel, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que de travailler en mode automatique. Je sais qu'aujourd'hui, la majorité des appareils vont vous donner toujours l'alternative de travailler dans des modes sport, dans des modes automatiques, dans des modes programme. L'avantage de travailler en manuel, c'est que vous êtes beaucoup plus en contrôle de votre appareil, soit au niveau des collimateurs de votre appareil pour faire votre mise au point, parce qu'on ne s'en cachera pas. Fraction de seconde veut dire, c'est quand je fais ma mise au point, je veux que ma caméra réagisse tout de suite. Pour pouvoir capter ce moment-là, je n'ai pas le luxe d'attendre après la caméra pour toujours capter ce moment-là. Sinon, je vais devenir un photographe de paysage. Donc, pour moi, c'est super important de pouvoir manipuler mon appareil. Le choix du manuel, priorité vitesse, priorité ouverture, ça, c'est pour moi quelque chose qui est très personnel. Vous avez vos propres recettes. Je pense qu'on a chacun nos façons de travailler. Moi, j'ai toujours sélectionné la priorité ouverture pour X raisons, parce que ça pouvait me permettre de justement jouer avec mes profondeurs de champ et de manipuler, parce que la caméra va compenser pour le reste. L'avantage du manuel aussi, c'est surtout si vous êtes, parce que là, la saison va commencer, l'hiver s'en vient, beaucoup de monde qui va aller dans les arénas, va aller dans des gymnases. L'importance de pouvoir travailler aussi avec son type d'éclairage par rapport à votre balance de blanc. Si jamais vous êtes dans les gymnases et dans les arénas, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez très bien que les arénas, ce n'est pas les meilleures conditions d'éclairage. Un mode automatique ne vous permet pas le luxe de pouvoir travailler vos balances de blanc pour avoir une belle lumière neutre. Donc, si vous travaillez en mode manuel, au moins vous avez ce choix-là. Utilisez votre mise au point continuelle. Ça, c'est dans le fond ce que je présente en ce moment. C'est un peu une recette de base. Ça va être conditionnel à peu importe le sport que vous allez faire. Utilisez la mise au point continuelle. Donc, en programmant votre appareil, ça va permettre justement, suivant votre sujet, bien, la caméra va toujours être en constante travailler, toujours en train de faire votre mise au point. Le but exactement, c'est on veut faire le plus haut pourcentage de photos réussies. On veut faire 10 images en rafale. Dans un monde parfait, on en aurait 10. La réalité, c'est peut-être une autre chose, mais ce qu'on veut, on essaie d'atteindre, c'est le plus haut pourcentage de photos réussies. C'est toujours plus agréable d'avoir 7 ou 8 photos précises et nettes sur une séquence de 10 que d'en avoir 2-3. Donc, en utilisant une mise au point continuelle, vous donnez au moins cette opportunité-là de pouvoir le faire. Utilisez votre mode rafale. Tous les appareils aujourd'hui ont un mode rafale.
Même les modèles que vous commencez, les grands publics aujourd'hui, les modèles réflexes entrée de gamme, vont vous donner l'opportunité de faire facilement 5-6 images à la seconde. Si vous avez plus vite que ça, même utilisez-le. Gênez-vous pas de vous en servir. C'est prendre le plus d'images possible dans un court laps de temps, ce qui va vous donner l'opportunité après ça d'avoir le choix de vos images après. Parce que le monde ne réalise pas des fois qu'en faisant beaucoup de photos, des fois c'est juste la position. Vous allez voir dans quelques images que j'ai un petit peu plus loin. Des fois, c'est dans votre séquence, c'est peut-être juste la fraction de seconde de plus qui fait que la position de votre joueur de football ou de votre joueur de hockey est juste positionnée différemment qui va faire toute la différence au monde. Donc, si vous avez un mode rafale, puis si vous en avez un rapide, parce que même dans les modèles un petit peu plus haut de gamme, on va retrouver des modes rafale à cadence élevée puis à cadence basse, bien, gênez-vous pas d'utiliser la cadence élevée. La seule chose que j'essaie de conseiller au monde de ne pas trop faire, c'est ce que j'appelle la technique du spray and pray. Faites pas 350 photos d'un coup. À un moment donné, c'est qu'on est capable, quand on fait des moments spécifiques, on est capable d'anticiper les prises de vue qu'on veut faire. Donc, essayez d'aligner votre séquence pour ces moments-là, parce que 350 photos dans un court laps de temps à la fin de la journée, c'est les 6 prochaines semaines à faire le tri de vos photos. Ça peut être moins agréable. Fait que ça, ce que je présente là, dans le fond, c'est juste un petit fond de base que tout appareil va vous faire. Travailler avec des objectifs, faire le choix, on peut travailler avec des grandes ouvertures. Il y a 2 raisons que je travaille avec des grandes ouvertures. La première, ça va être déterminant dans votre choix. La première chose, c'est qu'en photographie sportive, on a besoin d'une vitesse d'obturation rapide. Il y a 2 alternatives, c'est qu'on veut figer un moment pour une fraction de seconde pour avoir une image très nette et très précise. Donc, en travaillant avec des objectifs avec une grande ouverture, là, je parle des f2.8, f4, f5.6, en allant chercher cette quantité de lumière supplémentaire-là, c'est ça qui va vous permettre de 2 choses, faire votre vitesse d'obturation un petit peu élevée. Puis ça va permettre aussi de garder votre ISO un petit peu plus bas pour garder une certaine qualité d'image. La raison que je parle de ISO, c'est qu'aujourd'hui, si je suis dans une condition de lumière très faible, les arénas, les gymnases, si je dois monter mon ISO, vous savez fort bien que le grain va commencer à sortir, le bruit numérique va sortir dans vos images. Donc, en optant pour des objectifs plus lumineux, vous gardez ce ISO-là plus bas, puis vous montez du même coup vos vitesses d'obturation. Fait que ça, c'est le critère numéro 1. Fait que si jamais vous magasinez éventuellement pour de l'équipement pour faire un petit peu plus spécifique, considérez si vous faites du sport intérieur ou du sport extérieur, parce que c'est très important aujourd'hui. Parce que monter un ISO aussi performant que les caméras le sont aujourd'hui, si je peux me permettre de garder ça le plus bas possible pour une qualité d'image, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Surtout qu'aujourd'hui, même, je dirais a priori, la majorité du temps, il y a beaucoup de cadrage qui s'implique dans mes photos. Parce que j'ai tendance à photographier toujours un petit peu plus large pour être capable de suivre mon sujet puis de le capter. Puis donc, l'implication d'un recadrage de photos par après, il y a toujours le risque que le grain va ressortir un petit peu plus. Un autre exemple aussi d'une vitesse un petit peu plus rapide. Priorité numéro 1. Un petit exemple comme ça, 70-200, 2.8. J'ai oublié de le mentionner, mais ISO 160, un 2500e de seconde. F4, 2 petites choses. Mon F4 me permet d'aller chercher mon 2250e de seconde. Donc, chaque goutte d'eau et chaque moment dans l'image est figé. Mais on voit vraiment qu'il y a une séparation qui se crée à l'arrière de mon arrière-plan parce que l'arrière-plan est flou. Donc, je réduis ma profondeur de champ pour justement isoler. On veut concentrer notre regard sur notre sujet principal. La deuxième raison pourquoi on utilise des objectifs un petit peu plus lumineux et des grandes ouvertures, ça permet d'isoler vos sujets. Photographier un joueur de football ou un cycliste ou peu importe votre sujet, un joueur de hockey, créer cet arrière-plan flou va isoler le sujet. Des fois, ça va isoler des arrière-plans qui sont désagréables à regarder. Dans la voiture de mon petit corps arrière, dans l'arrière de l'image, plusieurs de mes images, j'avais ma voiture. Donc, en faisant une profondeur de champ très réduite avec une grande ouverture, ça vous permet d'isoler. Fait que quand vous avez l'opportunité, idéalement, ce qu'on veut faire, c'est créer des grandes ouvertures pour de la vitesse d'obturation et pour isoler vos sujets.
Des uniformes, des arrière-plans uniformes aussi, c'est toujours plus agréable. Ça, c'est toujours à considérer aussi. Je vais en parler un petit peu plus. Des arrière-plans, dans notre positionnement aussi, c'est important où est-ce qu'on va se placer pour prendre nos prises de vue. Quand on peut créer des arrière-plans uniformes, justement, ça va mettre un peu plus d'emphase sur l'athlète. Puis encore là, on peut manipuler, on peut guider la personne à regarder la photo, regarder l'endroit qu'on veut regarder. Dans ce cas-ci, je l'ai mis vraiment sur le patineur en tête parce que je voulais mettre le focus sur le patineur à l'avant-plan. Mais du même coup, c'est créatif d'un côté. Si vous, dans votre goût à vous, vous préférez montrer le 3e patineur, le 4e patineur, vous voulez toutes les montrer, bien, c'est là que vous pouvez manipuler vos ouvertures pour justement aller chercher l'effet désiré. J'aurais pu travailler à F8 ou à F11, puis avoir tous mes patineurs complètement en mise au point. C'est un choix personnel que vous faites, mais les implications, c'est quand vous fermez votre ouverture, vous perdez de la lumière, il faut la récupérer à quelque part, cette lumière-là. C'est là que le ISO devient important dans votre recette. Quelques petits points à retenir pour faire de la belle photographie sportive. La règle numéro 1 pour n'importe qui fait du sport, c'est connaissez votre sport. C'est toujours plus agréable, puis quitte à la limite d'aller faire des petits devoirs, des petites recherches. À connaître son sport vous donne un avantage clair et net, c'est que ça vous permet de trouver puis d'anticiper les moments précis que vous voulez capter. Je donne toujours l'exemple, j'ai une copine à moi qui fait de la photographie de sport aussi. Puis on a passé quelques temps ensemble, parce que j'ai donné des petits conseils. Puis autant que j'aurais pu partager mes conseils, je lui dis toujours à tour de bras qu'elle a un avantage sur moi que moi, j'ai pas. Sa fille fait du patinage artistique. Elle connaît la routine. Moi, je ne la connais pas, la routine. Fait que oui, je peux programmer mon appareil, puis je peux la configurer pour aller chercher les meilleures prises de vue possibles. Mais elle a déjà un avantage clair et net en avant de moi. Elle connaît la routine de sa fille. Elle sait les moments où les sauts vont se placer, à quels endroits. Moi, tout ce que je vais avoir de l'air, c'est une poule pas de tête. Moi, cibler un peu partout, je vais essayer d'anticiper. Mais connaissant le sport un petit peu, je suis capable déjà de prévoir un petit peu à l'avance. Fait que c'est super important. Si vous allez faire, on vous demande de couvrir un événement particulier, un match de baseball, un match de football. Si vous n'êtes pas familier avec les règles et la façon que le jeu se fait, faites un petit peu de devoir, prenez-vous un petit peu de préparation, puis apprenez à le faire. Ça va tellement vous avantager pour trouver les moments forts, puis les moments qu'on dit décisifs dans les prises de vue, que vous allez avoir un avantage clair et net sur les autres. Fait que c'est super important. L'emplacement, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, l'emplacement où ce que vous choisissez de vous mettre est super important pour quelques raisons. Moi, j'ai toujours été du genre, quand je vois un événement, j'arrive toujours autant que possible 1 heure à l'avance. Pourquoi? Ça me donne la chance de faire un petit peu de repérage. C'est quoi les endroits? Je suis un petit peu même peut-être obsessif sur les points que des fois, comme cette année, j'ai eu la chance d'aller à une piste que c'était la première fois que j'allais. Je ne connaissais pas trop l'endroit. Google, aujourd'hui, on trouve tout sur Google. J'ai trouvé le circuit. J'ai trouvé des endroits où ce que j'aimerais me positionner. À quel moment le soleil se place. Là, j'exagère un peu, là, excusez. Là. Mais le coucher de soleil est où? Parce que l'emplacement, pour moi, c'est super important en fonction de votre lumière, en fonction de vos arrière-plans. Ce que je mentionnais tantôt. Quand je veux photographier un joueur de golf, puis j'ai toutes les pancartes publicitaires en arrière de Provigo, de Maxi, puis j'ai beau faire un 2.8 complètement flou, les rouges vifs, les couleurs des pancartes, ça va juste créer une distraction qui va faire en sorte qu'on n'aura pas l'intérêt vers notre sujet. Fait important de toujours trouver un emplacement. On voit des images, puis moi, j'ai toujours été du genre, j'aime être différent des autres. Le bon côté de la Formule 1 puis des événements qui sont accrédités, oui, vous avez accès à des endroits privilégiés pour faire de la photo. Mais comme je dis souvent pour la Formule 1, le circuit, les endroits sont déjà déterminés. On est 95 photographes. L'originalité, on est 95 photographes, on est 6 photographes dans le même trou qui prend la même photo. Le monde, c'est l'image que ça donne des accréditations, puis ça donne accès à des terrains, mais vous seriez surpris le nombre de photographes des fois que moi, des fois, je vais dans les estrades, dans la foule, les départs, je vais dans la zone des spectateurs des fois. J'ai une accréditation, mais des fois, je n'y vais même pas, je vais à d'autres endroits parce que je veux faire des photos qui sont différentes des autres photographes. Cette année, j'ai commencé à faire le rallye canadien, les voitures, le championnat canadien de rallye.
J'ai eu l'opportunité de voir des endroits où les spectateurs pouvaient se placer, puis de la belle photographie, il y en a à faire tout partout. C'est pas obligatoire. Il suffit d'avoir des bonnes techniques, un peu de préparation. Vous pouvez faire des super belles photos. À Mirabel, je ne sais pas s'il y en a de vous qui a déjà été à Mirabel pour le circuit Écart. Il y a le NASCAR qui court là. L'année dernière, j'ai fait par exprès pour aller m'asseoir dans les estrades dans la dernière rangée. Puis je faisais des filets, puis des images avec des techniques. Ça faisait des super belles photos. Puis j'ai vu bien des amis qui assis au Formule 1 dans la courbe Senna. J'ai déjà vu des très, très, très belles photos prises de là aussi. Il ne faut pas nécessairement se décourager en disant ben ouais, j'ai pas d'accréditation, j'ai pas accès à la piste, je crois pas. Non. Excusez-moi, je ne crois pas à ce principe-là. Il y a tellement d'endroits où on peut faire de la belle photo, surtout que, comme je disais, la saison de hockey va commencer pour les parents, là, les arénas. Il suffit de tout juste bien appliquer puis faire un peu de préparation, puis de la belle photographie, là, vous pouvez en faire n'importe où. Avec quelle focale d'objectif tu travailles principalement quand tu fais de la... Ça dépend, je dirais. Formule 1, par exemple? Ça dépend. Tu t'en vas dans des estrades, fait tu t'éloignes. Oui, ben, j'ai des grosses focales pour me rapprocher. Comme quoi? Une 500 mm. Ah oui. Si j'ai la possibilité aussi d'être un peu, je peux même rajouter un multiplicateur de focale. Généralement, ce qui est bon de faire aussi, c'est que vu que j'ai deux boîtiers, je mets un grand angle sur un puis une plus longue. Comme ça, j'aime créer de la variété dans mes images. Je veux pas toujours l'image du pilote juste dans le visage. Des fois, c'est juste une petite partie de l'image aussi. On veut créer un environnement, on veut créer un effet sur la photo. Fait que c'est de varier les deux. Une 500 mm, peut-être pour certaines personnes, mais il y a des très belles focales aujourd'hui qui se vendent des 150, 600. De Tamron, de Sigma, qui fait des très, très belles longues focales. Tout ce qui est football, soccer, course automobile, il y a toujours... L'emplacement devient un très important rôle dans ce temps-là. J'ai une 70-200. Je m'éloigne du micro, excusez. 70-200, je m'en vais faire du sport motorisé. Je me découragerai pas pour ça. Moi, juste aller trouver puis faire mes devoirs pour aller trouver exactement où est-ce que je peux avoir les meilleures images. Fait que créez-vous pas une barrière par rapport à l'équipement. On nous dit, faites juste prendre un peu de temps, faire des recherches, puis un peu de devoirs, puis comme je vous dis, vous pouvez faire de la belle photo tout partout. Puis une expérience que j'ai déjà partagée une fois, que j'ai déjà participé, puis j'encourage le monde, pour ceux que ça leur intéresse, à toutes les quelques années, vous avez les Jeux du Québec. Ceux que ça leur intéresse, vous pouvez vous inscrire comme bénévole. Ils sont toujours à la recherche de photographes sportifs. C'est un bon terrain d'apprentissage. Vous avez accès, vous choisissez votre discipline que vous voulez faire. Fait que vous faites la demande pour être un photographe sportif, puis ils vont se faire un plaisir de vous accueillir. Puis c'est une belle expérience. C'est une belle façon d'apprendre aussi sur le terrain comment faire de la photo. Fait que je vous encourage à le faire pour ceux qui veulent le faire. Le sentiment d'anticipation. Mais ça rejoint un peu les deux points que je disais. Quand vous êtes bien placé dans votre endroit, puis quand vous connaissez vos sports, vous êtes capable d'anticiper. Mais quand je dis anticiper, je vais sortir le terme un peu plus large. Attendez-vous à de l'inattendu. L'action ne se passe pas juste en avant de vous. Quand je fais de la photographie, par habitude, je me suis toujours habitué à photographier des deux yeux ouverts. L'avantage que ça me donne en photographiant les deux yeux ouverts, c'est que ma vision périphérique vient juste de s'agrandir. Donc, je photographie avec l'œil gauche, mais je peux être un petit peu alerte à ce qui se passe, fait que j'ai le temps de réagir. Ça fait toute partie du parapluie de l'anticipation. Attendez-vous à ce qu'il peut arriver n'importe quoi. Je ne rentre pas en détail, mais inattendu, parce que je l'ai vécu cette année en Ontario, j'ai eu mon premier close call. J'ai passé à peu près à 10 pieds de me faire décapiter par une moto. Mais ça, c'est parce que j'avais du monde. Mais ça fait partie du risque. Mais je ne rentre pas trop dans les détails. Ça, je vous le mentionne juste à anticiper. Soyez alerte à tout votre environnement. On est dans un endroit pour faire des photos. Alors, regardez autour de vous. De la photographie, c'est pas juste là. Ça peut être en arrière aussi. Mais ayez un sens d'anticipation. Puis les trois éléments que je recherche dans ma photographie à moi, des images qui vont me faire « wow » que j'aimerais avoir. Pour moi, il y a 2 ou 3 catégories qui sont super importantes parce qu'on est demandé, on se fait demander un genre de wish list de photos qu'on doit fournir parce que soit les promoteurs ou les événements, le monde qui vous engage veut un certain type de photos. Mais pour moi, il y a 2 ou 3 éléments qui rentrent en ligne de compte. La première chose, forcément, c'est de la photographie de sport. On va chercher de l'action. Donc, en connaissant, ça c'est une convergence, cette image-là, c'est une convergence de plusieurs choses. Un, je voyais l'action se dérouler en avant de moi, ça roulait, j'avais ma caméra en mode rafale,
j'anticipais les joueurs. Fait que ça, tout se convergeait sur un point focal qui fait en sorte que quand je le voyais courir, juste à un certain moment, j'ai commencé à partir ma rafale. Puis j'ai toute la séquence où ce qui décolle, puis qui vole, puis qui atterrit. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai regardé mes images. Ça, c'est celle qui me parlait le plus. Non, ça, quand je travaille avec des grosses focales, je travaille avec des monopodes. Okay. Dans l'équipement, c'est un monopode, là, merci pour le point, là. Un monopode, c'est un accessoire tellement pas dispendieux, puis tellement, je dis important, parce que vous avez des grosses lentilles, c'est fatigant à un moment donné. Fait que c'est du support, c'est un peu de stabilité que ça vous offre. Puis des monopodes, ça coûte quoi, 80 $? Peut-être, dans certains cas. Pour moi, tout photographe sportif devrait toujours avoir un monopode. Qu'il l'utilise ou pas, ça, je laisse ça entre vos mains, mais ça devrait être nécessaire. Mais des photographies d'action, c'est l'action qui parle. Le joueur de hockey qui est juste placé en avant de son filet, le joueur de tennis qui est juste là en avant, c'est beau, mais ça ne va pas nécessairement chercher la même émotion. Fait que, pour moi, de l'action, c'est toujours critique, c'est normal, c'est de la photographie de sport. Quand on est capable d'anticiper des moments aussi, on est capable, en patinage de courte piste, ceux qui suivent le patinage courte piste, il y a toujours des accrochages. Le positionnement devient important dans des cas de même. Fait que on ne se positionne jamais pour aller viser sur la ligne droite. On cherche les courbes un peu, parce que les courbes, c'est là que l'action se passe. C'est là que ça va se dérouler. Fait que des prises de vue d'action, c'est toujours les images qui parlent un peu plus fort. L'émotion. Les émotions, tout passe par le visage. Il y a un principe que je dis toujours, c'est no eyes, no shot. Fait que si je ne vois pas les yeux de mon athlète, je trouve que je manque une partie de mon image, donc parce que tout passe par le visage. Fait que je cherche des images qui ont de l'émotion dedans, des regards, peu importe que ça soit aussi banal qu'un joueur qui glisse au deuxième but. Ça a été pris au Jeux du Québec. L'émotion, un petit peu pris d'épouvante par le fait qu'il va peut-être disparaître sous l'eau. C'est tous des petits détails comme ça qui fait que... Puis encore là, je touche le point du côté personnel. Ce que moi, je préfère comme type d'image, c'est pas la règle d'or pour tout le monde. Puis laissez-vous pas faire dire le contraire. Vous avez un attrait à une photo. C'est un sentiment qui vous appartient. Donc, cherchez ce type d'image-là. C'est ces images-là qui vont parler. Ça peut être quelque chose aussi banal qu'un découragement. C'est quelque chose qui sort un petit peu hors de l'ordinaire dans la prise de vue qu'on ne voit pas nécessairement un petit peu à tous les jours. Les célébrations aussi, c'est toujours agréable de photographier parce que c'est un moment intense d'une fraction de seconde. Donc, les célébrations aussi, peu importe le sport, que ce soit un toucher au football, que ce soit un but au hockey, que ce soit un saut réussi en patinage artistique, des attroupements des joueurs de football qui ont fait un toucher. Gênez-vous pas de tirer ces images-là. Les célébrations, ça peut toujours être agréable, des surprises qu'on peut avoir. J'ai sorti quelques images juste pour apporter quelques points peut-être un petit peu plus techniques. Là, la saison, ce que j'ai sorti là, une image de hockey, c'est relié surtout à la saison qui commence pour les arénas. Des petites attentions particulières quand vous photographiez des sports de glace. Puis là, je vais même aller au-delà de la glace. Ça pourrait même s'expliquer des sports d'hiver comme le ski. Des patinoires, sur le point de vue technique, le monde a tendance à se faire influencer ou la caméra a tendance à se faire influencer. Fait que le premier aspect technique sur un appareil, quand je vais faire des arénas, c'est surexposer vos images un petit peu. Au niveau de l'appareil, la patinoire compose tellement une grosse partie de l'image, c'est que votre posemètre est influencé par la quantité de lumière qui est reflétée par ça, fait que ça a tendance à sous-exposer vos images. Fait que si vous partez du principe que tout le monde, on sait tous qu'un posemètre est neutralisé sur un 18% gris, bien là, en surexposant un petit peu l'image, vous allez chercher du détail dans vos joueurs. Puis non seulement ça, bien, votre patinoire va avoir l'air d'une patinoire. Puis ça pourrait s'appliquer pour le ski aussi, les sports d'hiver aussi. Fait que varier, puis ça fait toute partie de la préparation. J'arrive une demi-heure, une heure plus tôt, bien, je vais faire des essais de réglage, mais être sûr que mon éclairage est tout bien fait. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut porter attention. Sport automobile, j'ai 2 ou 3 critères. Fait que ceux qui veulent s'aventurer dans le sport motorisé, la première règle qui est super importante pour moi, quand vous photographiez une voiture, que ce soit une voiture ou une moto, si vous voyez la marque de pneus sur la marque de la compagnie de pneus sur le pneu, vous êtes trop vite.
L'instinct, c'est de photographier 1 millième de seconde, 1 2e de seconde, mais je vous conseille de pas faire ça parce que l'idée de figer une voiture trop vite, le résultat va vous donner l'impression que la voiture a été stationnée dans la courbe et vous l'avez juste pris en photo. Que ce soit des voitures ou des motos, vous avez de la vitesse, ça roule vite, vous voulez transmettre cette vitesse-là, baissez vos vitesses d'obturation pour avoir un petit peu de flou. Moi, j'aime ça pousser ça à l'extrême, puis on va le voir un petit peu plus tard. Moi, je suis un peu... Je vous enseigne comment figer un moment, mais vous allez voir que moi, c'est pas bon, je suis plutôt dans le sens contraire. Puis, vitesse pas trop rapide. J'aime beaucoup crocher un peu ma photo. Ça crée des éléments de ligne un petit peu plus dynamiques. Ça rajoute l'effet de vitesse à mon image. Fait que j'aime beaucoup faire des images un peu croches. Les vibreurs, puis les courbes. Il y a un aspect technique aussi pour les courbes. Il y a une raison pourquoi on va souvent faire des photos dans nos courbes. Les voitures ralentissent dans les courbes. C'est plus facile pour vous d'essayer de la capter. Puis ça crée des images visuellement plus belles aussi. Fait que c'est juste des petites choses comme ça qu'on part de base avec la photographie de sport motorisé. Au football ou certains sports, changez votre point de vue. Regardez les matchs de football que vous regardez à la télévision aujourd'hui, vous allez voir la majorité des photographes sont à genoux ou assis à terre pour prendre leurs photos. Ça crée ce sentiment de plus grande nature. Fait que quand vous baissez votre point de vue, vous êtes à leur niveau, vous les créez plus gros que nature, donc ça va avoir un impact encore visuel encore plus grand. La seule chose, c'est soyez alerte, parce qu'un joueur de football, quand ça rentre, ça fait mal, puis vos lentilles peuvent facilement devenir des presse-papiers. Fait que soyez un petit peu alerte, mais gênez-vous pas dans vos sports si vous voyez que ça rajoute une dynamique plus intéressante, différente des autres. Changez votre point de vue, couchez-vous à terre. Des courses de chiens de traîneau, coucher dans la neige à terre, prendre des points de vue au grand angle, créer cet effet de variété-là. Là, je vais rentrer dans le côté un petit peu plus à l'inverse. Je dis que les règles sont faites pour être brisées parce que là, je vous ai montré un petit peu une base de comment capter vos images. Moi, j'aime créer des effets de visualisation encore un peu plus élevés où il y a du bouger, du mouvement puis du flou. Oser expérimenter. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai ma base, mais à partir de ce moment-là, comment est-ce que je peux créer quelque chose d'un peu différent? Fait que là, je vais utiliser plusieurs techniques. La première chose, c'est que des fois, on peut utiliser la lumière comme étant une source de différence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend toujours à photographier avec la lumière dans le dos. On se positionne pour la lumière dans le dos pour avoir un éclairage égal et non un éclairage latéral, parce que ça fait toujours des ombrages très désagréables. Pourquoi pas faire face à la lumière? Fait que si vous êtes de dos et vous n'avez pas de prise de vue intéressante, bien, changez de côté. La seule chose que j'évite, c'est de l'éclairage latéral, parce que ça devient très difficile. Mais si vous êtes de dos et vous n'êtes pas capable, mettez-vous de face. Dans ce cas-ci, j'étais de face, j'ai surexposé l'image, j'ai traité un petit peu mon image aussi pour un peu accentuer un peu le contraste, puis la puncher un peu. Puis j'ai travaillé avec des vitesses d'obturation très lentes, mais lentes au point où ça donne un effet vraiment... Là, j'ai vraiment l'effet de vitesse qui rentre en ligne de compte. Des beaux couchers de soleil, des courses en fin de journée. Ça a été pris il y a quelques années au Grand Prix de Trois-Rivières. J'étais tout seul dans mon coin. Tout le monde me regardait et me disait « Mais t'es à contre-jour. » Oui, mais c'est parce que j'avais l'image déjà en tête, déjà prévue, que je voulais faire un coucher de soleil. La course était à 7h15. Le départ a été donné, fait que j'ai sous-exposé mon image. Je l'ai rehaussé un petit peu. Mais ça fait des prises de vue tellement différentes de ce qu'on peut voir. Fait qu'utiliser la lumière comme source d'inspiration pour faire des images un peu différentes. Du filet, ou l'expression qu'on est tous familiers avec, du panning. La technique du filet, vitement expliquée, c'est que vous baissez vos vitesses d'obturation à un niveau plus bas. Ça, je vous dirais qu'il n'y a pas de recette miracle pour du panning. Ça, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Ce que j'aime plutôt dire, c'est comme une sensation visuelle de vitesse, là. Mais le filet comme tel, c'est que vous baissez vos vitesses d'obturation à un niveau qui vous permettrait, de un moment donné, quand vous voyez votre sujet, vous faites une synchronisation avec votre sujet. Fait que vous faites une rotation à 180 degrés en partant, puis vous le suivez. Il vient un moment donné, je vais juste sortir du micro 2 secondes. Quand vous suivez votre sujet, vous êtes synchronisé. L'effet de synchronisation va garder le cycliste net, mais ça va aussi faire un flou en arrière-plan.
De là, l'idée où on crée deux choses. Je crée une séparation avec mon sujet et non seulement ça, je crée mon effet de vitesse que je veux. Ça, c'est la technique du filet. Un monopode devient un outil utile dans ce cas-ci parce que ça permet de garder, si jamais dans ce cas-ci, moi je l'ai fait croche, mais si vous la faites droite, le monopode peut vous aider à garder vos lignes très droites. On peut le faire aussi de dos. Puis quand on travaille avec des longues focales, aussi une plus grande facilité de faire un peu de panning aussi avec des focales un peu plus grandes. Mais le principe est toujours pareil. Vous faites une synchronisation à 180 degrés. Je vois trop souvent de monde faire l'erreur. Dès que vous déclenchez, il arrête. Faut faire suivre toute la transition au complet. Fait que quand vous faites votre filet, vous tirez puis vous bougez total. Vous n'arrêtez pas. Vous vous donnez plus de chances de succès. Qu'est-ce qui constitue un beau panning? Je dirais honnêtement, mon critère numéro 1, c'est d'avoir un point focal net sur l'image. C'est sûr que j'aimerais ça que ce soit le casque du pilote, mais ce n'est pas nécessairement un critère numéro 1. Tant que j'ai un point, une partie de l'image qui est nette, j'ai attiré le regard de la personne. Puis à partir de ce moment-là, le filet va s'occuper du reste. Fait que si vous faites des pannings, puis le point de focus, c'est sur de la roue arrière et non sur le tête du pilote, jetez pas la photo. Ça peut être une très belle image. J'en ai plusieurs que j'ai faites les dernières années. Comme je dis, je cherche toujours une façon de trouver des nouvelles méthodes de faire des images un petit peu différentes. Il y a une année, j'ai expérimenté avec un œil de poisson, un fisheye. J'ai fait des pannings au fisheye. J'en ai plusieurs images. J'en ai une, c'est sur la roue en arrière, le point focal. Mais l'image est toute distorsionnée, puis ça fait quelque chose d'un petit peu plus différent, un petit peu plus beau visuellement, à mon goût. Fait que créer du mouvement, le panning, c'est le mouvement, c'est le premier élément que ça va vous aider à faire. Ça, c'est une combinaison de deux choses. Le filet et le zooming. Je vous dirais qu'à toutes les années, je regarde toujours mes images, puis je me dis toujours, il doit y en avoir une cette année que j'ai faite que je suis un petit peu fier. Celle-là, je vous dirais que c'est probablement la photo que j'ai entendu parler le plus. Puis ce qui me touche personnellement, cette photo-là, c'est que quand je l'ai réussi, ce que je trouvais agréable, c'est que moi, je me rappelle étant tout jeune, puis je regardais des magazines de moto, puis je regardais des images de publicité. C'était des photos comme ça que je voyais. Puis c'était ça qui venait me chercher. Fait que quand je me suis installé, j'ai décidé de me faire des exercices et des techniques pour pouvoir le faire. Ce que vous voyez là, l'image, c'est un résultat de trois choses. Un, j'ai baissé ma vitesse d'obturation à 1/20e de seconde. 1/20e? 1/20e de seconde. Quand je dis d'expérimenter, descendez là, gênez-vous pas. Il n'y a pas de recette parfaite. Pardon? Non. J'aurais pu sortir mon métadonnées, mais je vous garantis, c'est 1/20e de seconde parce que cette photo-là, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois du monde comment je l'ai faite, la photo. C'est 1/20e de seconde. C'est une technique de panning que j'ai faite. Puis c'est fait avec ma 70-200-2.8. Excusez, je fais ça avec ma 70-200-2.8. Donc, je fais deux choses. Je fais mon panning, puis du même coup que je fais mon panning, je fais un coup de zoom. Fait que je pars de 70 jusqu'à 200. Donc, la combinaison des deux effets fait en sorte que j'ai mon bouger de panning, puis j'ai l'effet d'explosion qui va dans le coin. Puis, j'avais déjà ma caméra un petit peu croche. Fait que tout ça combiné en sorte que, là, j'ai eu mon effet. Puis, il me reste 2 mois pour topper cette photo-là. Je pense que ça va être ma photo cette année, que je vais être un petit peu fier dessus. Puis là, j'ai fait les effets de noir et blanc, puis le traitement nécessaire. Mais ça, c'est une combinaison de. Fait que mon effet de bouger, je l'ai fait comme ça. Quand je dis baisser vos vitesses d'obturation, c'est. Là, je visais un effet peinture. Je manquais d'inspiration. J'ai dit, mon but de baisser ça à 1 seconde d'exposition, puis je vais juste bouger ma caméra. Mais des fois, on est surpris par les résultats qu'on se retrouve. Je regarde mes images à la fin, puis je dis, OK. C'est pas typique, vous n'allez jamais voir ça sur la page sur le site de RDS. Là. Mais c'est quelque chose, c'est oser d'être différent. C'est ça que je veux en venir. Encore là, si vous faites travailler au flash, ceux qui connaissent les techniques de flash, vous avez des flashs au deuxième rideau. Vous faites une exposition, votre flash part à la toute fin. Le moment que le flash va déclencher à la fin de l'exposition, vous créez l'effet de traînée. L'hiver s'en vient, le ski s'en vient, vous avez des opportunités. Jouez avec aussi. Prenez vos flashs, puis faites du deuxième rideau. C'est toutes des recettes qui font en sorte que vous allez chercher votre sentiment de mouvement et de vitesse dans vos images. Juste le zooming. Prenez votre zoom puis tirez-le pendant un coup d'exposition de plus long.
Encore là, même chose. Ça, j'en ai tiré plusieurs parce qu'à chaque fois que je faisais mon zooming, le point partait toujours d'un point différent. Mais j'en ai fait plusieurs jusqu'au temps que j'ai eu où ce que je le voulais. Puis c'est une façon aussi, vous voyez en arrière, c'est un arrière-plan qui est moindrement un peu chargé. Bien, ça enlève l'effet, ça enlève la distraction d'un élément, d'un arrière-plan, peut-être un petit peu trop chargé. Créer de la variété dans vos images. Comme je disais au tout début, c'est pas juste l'action qui se déroule en avant de vous. On se tourne de bord, puis on regarde dans la foule, puis on voit des fans qui sont un petit peu fans, qui vont aller jusque... J'en ai un, mon petit monsieur qui a la tête de Ferrari. À tous les années à Formule 1, il a une voiture de Ferrari sur la tête. Mais des images, c'est pas tout à propos de l'action, c'est à propos aussi du comportement, c'est à propos de l'environnement aussi. Il y a des images un peu partout. Ça peut être aussi banal que le salut Gilles sur l'asphalte dans un gymnase. Ça a été fait durant une formation il y a quelques années. Je me suis mis sur le bord de l'arène, puis j'ai juste pris un très grand angle. Puis... Le côté croche, c'est un petit peu souvent associé à moi, malheureusement, parce qu'il y en a qui reconnaissent mes photos parce que je suis toujours croche. Mais je me dis, je suis un peu de la philosophie, tant qu'à manquer ma photo, manquez-la solide. Pourquoi? Parce que si vous la mettez juste un petit peu croche, du moment que vous faites que l'observateur regarde vos photos, puis il va commencer à penser, tu juste croche un peu, ou ben non, c'était pas voulu, ou croche comme ça, c'est clair que c'est comme ça que je le voulais. Une expression qui m'a toujours venu à me chercher. Cherchez à vous impressionner. Quand vous faites de la photographie, il y a tout un moment où on va faire un bloc, ou un moment où on va se dire, j'ai l'impression que ma photographie stagne, ou ben non, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de nouveau. Mais faites des devoirs, faites des recherches, inspirez-vous d'autres photographes. Ce type de photos-là, moi j'ai des photographes de Formule 1 puis de sport motorisé que je suis sur Facebook, puis je suis des réseaux sociaux qui m'inspirent, je vois leurs photos, puis il faudrait que j'essaye ça la prochaine fois, puis je veux l'essayer pour faire différent. Si je réussis à m'impressionner moi, bien, imaginez ce que vous allez faire vivre aux personnes qui vont regarder vos images. Parce qu'on sait que le monde qui regarde vos images ne les voit pas toutes de la même façon comme nous, on les voit. Fait que dans votre photographie, si vous trouvez que vous avez un point où j'ai l'impression, soit bien, il y a deux choses. Soit qu'on devient photographe de macro, ou photographe de paysage, parce que j'ai l'impression que j'ai tout fait, ou je vais trouver des nouvelles méthodes pour me réinventer. Mais le but premier, c'est que j'essaie de m'impressionner moi. Si je suis capable de m'impressionner, imaginez-vous ce que je vais faire vivre vos autres. Juste un petit compte, un petit survol, ça c'est une partie de mes images que j'ai faites au fil des ans, que vous retrouverez sur mon site web. Ça complète une partie ça va compléter ma conférence pour aujourd'hui. Puis j'espère que je vous ai inspiré pour donner le goût à aller faire de la photo. Les opportunités sont là, profitez-en. Puis juste pratiquez-vous, puis osez pas. Osez d'être différent, puis pratiquez, puis expérimentez. Merci beaucoup. Merci.